ce n'est pas un procès contre vous, madame. Et pourtant, vous êtes un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La voix du procureur est claire, posée, mais elle coupe comme une lame. Dans la salle d'audience, tout s'arrête. Les stylos cessent de bouger, les respirations se retiennent, et la femme au banc du fond, une mère noire, droite mais fatiguée, reste immobile. Elle ne comprend pas tout de suite. C'est le silence autour d'elle qui lui donne la réponse. Il ne parlait pas du dossier. Il parlait d'elle. Son nom est Aïssata. Elle est femme de ménage, seule avec 3 enfants, dont l'aîné, Mamadou, vient d'avoir 17 ans. Il est accusé de tentative de vol, ce qu'il nie catégoriquement. Elle est venue le soutenir, convaincue qu'il mérite d'être écouté. Mais elle comprend vite qu'ici, dans ce tribunal du 93, les mères comme elles ne sont pas invitées à parler. Elles sont juste là pour qu'on les désigne du doigt. Le juge lève les yeux de son dossier, ajuste ses lunettes, regarde Aïssata et dit calmement, « Le tribunal tient à rappeler que l'éducation joue un rôle fondamental. » Cette phrase, elle l'a déjà entendue à l'école, à la mairie, dans les lettres des assistantes sociales. Mais ici, devant un public, entouré d'avocats, policiers, et autres mères blanches silencieuses, elle sonne comme une gifle publique. Un homme dans le fond de la salle ricane discrètement. Personne ne le reprend. Le fils d'Aïssata est là, à gauche, menotté mais digne. Il fixe le sol. Elle voudrait lui tendre la main. Mais elle ne peut pas bouger. Son cœur comme fort, ses jambes tremblent, mais son dos reste droit. Le juge continue, maintenant vers Mamadou, « Tu viens d'une famille qui n'a pas su te donner les bases. » C'est triste, mais pas surprenant. Il dit famille. Il pense mère. Aïssata ne bouge pas. Si elle parle, elle risque d'être expulsée. Si elle se tait, elle trahit tout ce qu'elle a fait pour élever ses enfants dignement, entre 2 boulots, entre 2 bus, entre 2 humiliations. Dans la salle, une jeune avocate stagiaire fronce les sourcils. Elle ne dit rien. Mais elle voit. Elle sent. Et plus tard, elle racontera cette scène à ses amis comme un exemple de ce qu'on n'enseigne pas à l'université. Le procureur continue, ce type de mère produit ce type de jeunesse. Il n'y a rien d'étonnant. On connaît le schéma. Les chiffres parlent. Aïssata serre les dents. Elle sent que son fils se replie. Il s'éteint à vue d'œil. Et elle comprend que ce qu'on est en train de tuer ici, ce n'est pas une défense. C'est la confiance. En elle. En la justice. En tout. À la fin de l'audience, personne ne la regarde. Pas même les juges. Comme si elle n'avait jamais été là. Mais elle reste assise quelques secondes de plus. Pas pour contester. Pour se rappeler que ce moment existe. Qu'elle l'a vécu. Qu'elle ne l'inventera pas plus tard. Et qu'un jour, elle le racontera. Pas pour se plaindre. Mais pour prévenir. Le procès n'est pas encore terminé, mais Aïssata sait que les dés sont déjà lancés. Elle ne comprend pas tous les mots du juge, mais elle comprend le regard. Celui qui dit « Vous avez déjà perdu ». À la sortie de la salle, elle marche droit, son sac serré contre la poitrine, le pas rapide, sans dire un mot à personne. Son fils reste à l'intérieur avec l'avocat commis d'office, qui n'a posé que 2 questions. 2. Elle voulait en poser 100. Personne ne lui a demandé. À peine rentrée chez elle, le téléphone sonne. C'est une femme. Elle se présente comme travailleuse sociale du département. Elle dit qu'elle a été saisie du dossier, compte tenu des circonstances judiciaires et des éléments du profil familial. Le ton est poli. Mais froid. Trop précis. Trop rapide. Aïssata demande si son fils est en danger. La femme répond, pas encore. On fait un signalement de prévention. On va surveiller votre foyer. Ce mot-là, surveiller, reste accroché dans sa gorge pendant des heures. Elle l'entend résonner même quand elle fait cuire du riz. Même quand elle plie le linge. Même quand elle aide son plus petit à faire ses devoirs. 3 jours plus tard, 2 personnes viennent frapper à sa porte. Une femme, la même au téléphone, et un homme qu'elle n'a jamais vu. Ils viennent parler des conditions éducatives. Ils prennent des notes. Ils regardent la cuisine, la salle de bain, les chambres. L'homme demande si les enfants dorment bien. La femme note que le salon est aussi utilisé comme chambre. Elle hoche la tête, murmure quelque chose comme pas idéal pour l'intimité.
Aïssata ne crie pas. Elle sourit même. Mais à l'intérieur, tout hurle. Son fils Mamadou est en détention provisoire. Elle ne l'a pas encore revu. L'avocat lui dit que la justice doit évaluer le risque de récidive. Elle demande s'il y a une preuve, une vidéo, un témoin clair. L'avocat hausse les épaules. Il dit que c'est parole contre parole. Elle demande si ça suffit pour enfermer un enfant. Il ne répond pas. Pendant ce temps, la jeune avocate stagiaire qui avait assisté à l'audience ne peut pas oublier ce qu'elle a vu. Elle s'appelle Claire. Elle est blanche, issue d'un milieu favorisé. Elle sait qu'elle pourrait ne rien faire. Qu'on ne lui dira rien si elle se tait. Mais elle ne dort pas bien. Elle se repasse la scène dans la tête. La phrase du procureur, « Vous êtes un exemple de ce qu'il ne faut pas faire ». Elle entend encore le rire dans le fond. Le silence du juge. L'effondrement dans les yeux de cette mère. Claire travaille dans un cabinet pénaliste. Elle demande à son responsable s'il est possible de revoir un dossier particulier. Il hausse les sourcils. C'est pas notre affaire. Et puis, tu veux t'en mêler pourquoi? Parce que j'ai vu une injustice. Tu vas en voir plein. Et si tu veux tous les corriger, t'es mal barré. Elle n'insiste pas. Mais elle commence à fouiller discrètement. Elle lit le compte-rendu de l'audience. Il n'y a aucune mention du commentaire du procureur. Aucune trace du comportement du juge. Juste une note sur la présence silencieuse de la mère. Aïssata, de son côté, reçoit une convocation de l'école de son fils cadet. L'enseignante dit qu'il est moins concentré que d'habitude, qu'il semble angoissé. Elle parle avec des mots doux, mais vides. Aïssata répond qu'il n'a pas vu son frère depuis 2 semaines. Qu'elle ne dort pas la nuit. Qu'il entend ses pleurs à travers les murs. L'enseignante soupire et dit « Nous allons faire remonter cela au service de soutien. » Encore eux. Claire, de son côté, contacte une ancienne professeure de droit qu'elle respecte. Elle raconte l'audience, les phrases, le ton. La prof écoute, longtemps. Puis elle dit « Tu veux vraiment t'en mêler? Tu sais que si tu ouvres ça, on te le fera payer en stage, en dossier, je sais. Alors fais-le bien. » Claire commence à rédiger un compte-rendu parallèle. Elle note les incohérences, les propos déplacés, les absences de réaction. Elle demande à un ami journaliste s'il peut jeter un œil. Il lit. Il reste silencieux. Puis dit « Tu sais ce que tu tiens là? Un scandale si quelqu'un écoute. Et si personne écoute? Un témoignage. Et c'est déjà beaucoup. » Aïssata reçoit une lettre du juge, la date du procès est fixée pour le mois suivant. Son fils risque 6 mois ferme. Elle regarde le papier, le repose, le replie. Elle va à la chambre, caresse la tête d'oreiller encore chaude de son plus jeune fils. Puis elle s'assoit et écrit une lettre. Pas à l'État. Pas à l'avocat. À son fils. Elle y dit « Je ne pourrai peut-être pas te sortir de là. Mais je serai toujours debout dehors. » Claire, elle, continue. Elle imprime son témoignage. Elle le met sous enveloppe. Elle l'adresse à un collectif d'observateurs de justice indépendants. Elle ne signe pas avec son nom. Juste une phrase, « J'étais là. Et je refuse d'avoir été complice. » Le courrier est arrivé un jeudi matin, plié en 2 dans la boîte aux lettres, avec une étiquette blanche et un tampon sec, convocation aux services sociaux, section enfance en danger. Aïssata l'a lu 3 fois avant de comprendre. Elle a appelé le numéro. La femme à l'autre bout du fil parlait comme une fonctionnaire fatiguée, « Ce n'est rien de grave, madame. On fait juste un point de situation sur votre rôle parental. Rien d'accusatoire. Pour l'instant. » Ce « pour l'instant » s'est accroché dans sa poitrine comme une encre. Le rendez-vous est fixé à 14 h le mardi suivant. Aïssata s'y rend seule. Elle entre dans un bureau trop propre, trop vide, avec une table au centre et 2 chaises bien droites. En face d'elle, une femme jeune, aux cheveux attachés, l'appelle Madame Traoré avec une amabilité mécanique. Nous avons été saisis en raison de plusieurs signaux faibles. D'abord, la situation scolaire du petit Amadou. Ensuite, la procédure pénale en cours contre Mamadou. Et enfin, le signalement anonyme sur un manque de cadre éducatif stable. Aïssata ne dit rien. Elle respire lentement. Elle pense à la soupe qui mijote à la maison. À la chemise à repasser. Au linge à sécher.
La travailleuse sociale ouvre un dossier. Elle dit qu'il n'y a pas d'accusation, juste une vigilance préventive. Elle propose une visite surprise dans les semaines à venir, pour vérifier les conditions de vie. Aïssata demande « Et si je refuse ?» La réponse est immédiate, alors nous en informerons le juge des affaires familiales. Pendant ce temps, Claire commence à sentir les premières secousses. Son maître de stage lui demande si c'est elle qui a transmis un document non autorisé à l'extérieur. Elle nie. Il la fixe longtemps, puis dit « Tu veux faire de la morale ? Tu n'es pas au bon endroit. Ici, on défend, on ne dénonce pas. » Le soir même, elle trouve un email du cabinet qui lui propose de raccourcir son stage d'un commun accord. Elle comprend. Elle imprime le mail. Elle le garde. Et elle continue. Elle contacte une journaliste spécialisée en justice sociale. Lui parle du procès, des mots du procureur, de la mère, du silence des institutions. La journaliste écoute longtemps. Puis elle dit « Je veux la rencontrer ». Claire hésite. Puis tend un post-it avec une adresse. Mais faites-le avec respect. Ce n'est pas un sujet. C'est une femme. Aïssata, quand la journaliste vient la voir, est méfiante. Elle n'a jamais parlé à la presse. Mais la journaliste est douce. Elle pose peu de questions. Elle laisse le silence faire son travail. À la fin, Aïssata dit « Je ne veux pas qu'on m'aide. Je veux qu'on arrête de me faire du mal au nom de la loi. » La journaliste note chaque mot. Elle promet de lui faire relire l'article. Et elle tiendra promesse. Dans les jours suivants, Aïssata reçoit un deuxième courrier. Cette fois, signé par le juge des affaires familiales. Objet, évaluation éducative judiciaire. Elle est convoquée pour s'expliquer sur sa capacité à offrir un cadre structurant. Elle n'est pas accusée. Pas encore. Mais elle sait lire entre les lignes. Elle sait qu'on la pousse vers un mur. Et elle ne veut pas reculer. Claire, de son côté, reçoit un message d'un collègue stagiaire « T'as vu le mail du cabinet ? Ils disent que tu mets en danger la réputation du barreau. » Elle répond « Je préfère ça que protéger ceux qui l'écrasent. » Elle commence à écrire un dossier plus complet, avec documents, témoignages, copies d'audience. Elle sait qu'elle n'a pas d'expérience. Mais elle a des yeux. Et une conscience. L'article sort le lundi matin. Sur un site national. Titre, silencieuse dans le box, jugée sur le banc, quand une mère devient coupable d'être présente. La photo montre le tribunal, flou, en arrière-plan. Aucun visage. Mais les mots sont clairs. L'article retrace la phrase du procureur, le comportement du juge, l'absence de réaction, les pressions sociales, la vigilance forcée. Le nom d'Aïssata n'y figure pas. Mais tous ceux qui ont été là ce jour-là comprennent. Dans la salle des professeurs, certains lisent l'article. D'autres le ferment. Un surveillant dit « C'est exagéré ». Un autre répond « C'est exactement ce qu'on fait tous les jours sans vouloir le voir ». À la sortie de l'école, une mère s'approche d'Aïssata. Elle chuchote « Merci d'avoir tenu ». Pour toutes celles qui n'ont pas osé. Le tribunal, de son côté, ne répond pas officiellement. Mais en coulisses, des instructions circulent, plus de prudence avec la presse. Pas de commentaires en audience. Surveillez les stagiaires. Claire est désormais connue. Pas pour son talent. Pour sa désobéissance. Mais elle ne regrette rien. Aïssata reçoit un appel. Le juge a accepté un changement de date pour l'audience éducative. Elle aura plus de temps pour se préparer. Ce n'est pas une victoire. Mais c'est un pas. Et parfois, un seul pas suffit à respirer un peu. Elle s'assied ce soir-là à sa table. Elle boit un thé. Elle allume la lumière. Et elle commence à écrire. Pas pour le juge. Pas pour les services sociaux. Pour elle. Elle écrit « Je ne suis pas parfaite. Mais je suis debout. Et je ne suis pas seule à être jugée. On juge aussi un monde qui préfère faire taire plutôt que réparer. » Le jour de l'audience arrive. Il ne fait pas froid, mais Aïssata met quand même sa veste épaisse. Pas pour se protéger du temps. Pour se sentir plus lourde, plus solide. Elle part tôt. Elle connaît le chemin. Le même bâtiment gris, les mêmes couloirs trop silencieux. Mais cette fois, elle ne vient pas pour soutenir son fils.
Elle vient pour se défendre elle-même. La salle n'est pas un tribunal, mais ça y ressemble. Une table au centre. Une juge des affaires familiales. Une psychologue mandatée. Une travailleuse sociale qu'elle ne connaît pas. Et une greffière qui tape sans la regarder. Madame Traoré, merci d'être venue. Nous allons aujourd'hui établir un diagnostic de votre situation familiale. Ce n'est pas un procès. C'est une évaluation. Elle a déjà entendu cette phrase. C'est toujours quand ils disent ce n'est pas un procès qu'on vous juge le plus. La juge parle posément. Elle lit des lignes. Elle cite des rapports. Elle dit qu'Amadou, le petit, présente des signes d'anxiété scolaire. Elle note que Mamadou a été impliqué dans un processus judiciaire, ce qui interroge sur l'autorité parentale. Aïssata écoute. Elle serre ses mains sur ses genoux. Quand elle tente de répondre, la juge l'interrompt. Nous vous poserons les questions nécessaires. Vous êtes là pour répondre, pas pour poser des questions. La psychologue prend la parole. Elle demande comment Aïssata gère les conflits à la maison. Si elle crie. Si elle punit. Si elle écoute. Elle pose des questions comme on fait un inventaire. Aïssata répond du mieux qu'elle peut. Elle dit qu'elle travaille tôt, rentre tard, qu'elle essaie de garder le rythme. Que les enfants mangent, dorment, vont à l'école. Elle dit qu'elle fait ce qu'elle peut. La psychologue hoche la tête sans commentaire. La travailleuse sociale lit une fiche. Elle parle de manque de relais familiaux solides. Elle évoque l'absence du père. Puis elle dit, vous êtes seul. Ce n'est pas un jugement. Mais c'est une limite. Aïssata demande, et vous, vous avez combien d'enfants? Silence. La juge se penche en avant. Ce n'est pas à vous de poser des questions. Ce genre d'attitude confirme certaines inquiétudes. Aïssata baisse les yeux. Pas de honte. De colère. Mais elle la contient. On parle ensuite de logement. La salle de bain partagée avec les enfants. Le canapé-lit. Le frigo trop petit. Rien d'illégal. Mais rien de confortable, selon eux. On note. On commente. On inscrit une condition précaire comme un défaut moral. Un homme reste silencieux dans la salle. Il est observateur. Il ne dit rien pendant la première heure. Puis, à la fin, il lève la main. Il travaille pour la protection judiciaire. Il dit doucement. Je me permets juste de signaler que, malgré les conditions dites limites, aucun signalement de violence, de négligence, ou d'absentéisme n'a été enregistré. Les enfants sont à jour dans leur suivi scolaire. Il n'y a pas de plainte des enseignants. Et lors de notre visite, ils ont tous témoigné d'un lien affectif fort avec leur mère. La juge lève un sourcil. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est ce qui manque dans ce dossier, justement. Un peu de contexte humain. Silence. Aïssata le regarde. Elle ne connaît pas son nom. Mais elle sait ce qu'il vient de faire. Et elle sait que ça ne l'aidera pas dans sa carrière. Elle le sait parce que personne ne l'interrompt. Parce que personne ne reprend sa parole. Parce que tout le monde fait semblant qu'il n'a rien dit. À la sortie, la psychologue évite son regard. La travailleuse sociale lui tend une feuille, vous recevrez un compte rendu sous 10 jours. Aïssata prend le papier. Elle dit merci. Par réflexe. En sortant du bâtiment, elle croise une autre mère dans le couloir. Plus jeune. Pâle. Tremblante. Elle lui sourit. Pas de solidarité automatique. Mais un signe. Le genre de regard qu'on partage quand on sait que l'endroit où on est n'est pas fait pour nous. À la maison, Amadou, son plus jeune, lui demande « Ils vont nous prendre, maman ?» Elle ne répond pas tout de suite. Puis elle dit « Ils peuvent venir. Mais tant qu'on est ensemble, on ne se perdra pas. » Ce soir-là, elle reçoit un message. Numéro inconnu. Il dit « Merci d'avoir tenu tête sans crier. » Elle ne répond pas. Elle devine que c'est lui. L'homme qui a parlé. Celui qui, au milieu des fiches et des procédures, a dit quelque chose de vivant. Elle prend son carnet. Elle écrit. Ils disent que je suis seule. Mais je suis entière. Et entière, je tiens mieux que tous réunis. 2 semaines après l'audience, Aïssata reçoit une lettre recommandée.
Elle l'ouvre lentement, déjà prête au coup. Le papier est sec, impersonnel. Objet, ouverture d'une mesure d'évaluation approfondie pour étude d'un placement temporaire d'Amadou Traoré. Elle relit. 1, 2, 3 fois. Les mots lui coupent la respiration. Placement. Temporaire. Pour l'instant. Elle appelle le numéro indiqué. La voix est calme. Trop calme. La femme lui dit que ce n'est pas une décision, juste une étude. Un protocole. Une exploration de pistes. Aïssata répond, on ne place pas une piste. On place un enfant. Le rendez-vous est fixé pour le lundi suivant. Entre-temps, elle essaie de vivre normalement. Amadou va à l'école, mais il la regarde autrement. Il pose des questions plus souvent. Il dort moins bien. Il se colle plus. Elle ne dit rien. Mais elle prépare des documents. Des factures. Des bulletins. Des attestations. Des lettres d'amis. Tout ce qu'elle peut. Comme une mère qui sait qu'on va lui demander de prouver ce que l'évidence devrait suffire à montrer. Claire, de son côté, a vu l'évolution. Elle a lu les documents. Elle a compris. Elle sait que l'histoire est en train de basculer. Et elle comprend que si elle ne fait rien maintenant, il sera trop tard. Elle demande un rendez-vous à Aïssata. Pas en journaliste. En personne. Elle se retrouve dans un café discret. Claire vient seule. Pas de bloc-notes. Pas de micro. Juste une enveloppe dans la main. Elle dit, ce que vous vivez, beaucoup d'autres le vivent. Mais vous pouvez le raconter. Pas pour vous exposer. Pour que ça ne recommence pas. Aïssata écoute. Longtemps. Elle ne répond pas. Elle pose la main sur la table. Claire ajoute, je ne veux pas parler à votre place. Je veux juste que votre parole existe, si vous le décidez. Aïssata rentre chez elle. Elle ne dort pas cette nuit-là. Elle pense à ses enfants. À Mamadou qu'elle ne voit qu'en parloir. À Amadou qu'on veut lui prendre. À la juge qui l'a regardé comme un problème. Et à Claire, qui, pour la première fois, a demandé « Est-ce que je peux vous aider ?» Le lendemain, elle appelle. Elle dit « D'accord. Mais à mes conditions. Pas mon nom complet. Pas de visage. Et pas de pitié. » Claire sourit au téléphone. Elle répond « Ce sera votre histoire. Et moi, je serai là pour la porter, pas pour la voler. » Le jour du rendez-vous pour l'étude du placement arrive. Aïssata arrive tôt. Elle porte un tailleur qu'on lui a prêté. Elle a attaché ses cheveux. Elle a un dossier de 20 pages sous le bras. En face, 3 personnes. Une juge. Une chef de service. Une éducatrice. Toute blanche. Toute lisse. Elle ne sourit pas. La juge commence, nous voulons évaluer si, dans l'intérêt de l'enfant, un éloignement temporaire pourrait être bénéfique. Elle parle comme on lit une notice. Aïssata répond, vous avez vu mon fils? Vous l'avez regardé dormir, parler, jouer? Vous croyez qu'il irait mieux sans moi? La chef de service note quelque chose. Elle répond, vous semblez fatiguée, madame. Et vos enfants le sentent. Aïssata ne bouge pas. Elle dit, je suis fatiguée, oui. Mais pas dangereuse. Ce n'est pas un crime d'être épuisé. On lui pose des questions sur ses horaires. Son travail. Son alimentation. Son réseau social. Elle répond à tout. Elle montre les bulletins. Les dessins d'Amadou. Une lettre de la maîtresse. Elle dit, je ne demande pas qu'on me félicite. Je demande qu'on me laisse faire mon rôle. À la fin, la juge dit, nous allons réfléchir. Et vous informerons sous 10 jours. Aïssata répond, vous réfléchissez à quoi? À si mon fils pleure moins sans moi. En sortant, elle ne pleure pas. Elle appelle Claire. Elle dit, c'est le moment. Dis-leur. Raconte-le. Mais ne fais pas un papier. Fais en une voix. Une vraie. Le soir même, Claire commence à écrire. Ce n'est plus un article. C'est une lettre ouverte. Elle y met tout. Le tribunal. Les phrases. Les décisions. Les silences. Elle cite Aïssata avec son accord.
Elle finit par une phrase simple, on peut être pauvre, fatigué, seul, et digne. Elle l'envoie à plusieurs médias. La plupart ne répondent pas. Un seul publie. En petit. Dans la section Société. Mais le texte circule. Des partages. Des captures d'écran. Des forums. Des gens qui disent « c'est ma mère ». C'est mon histoire. C'est pour ça qu'on ne fait pas confiance à vos institutions. Dans les jours qui suivent, Aïssata reçoit un message. Numéro inconnu. Il dit « on essaiera de vous faire peur. Ne les laissez pas gagner ». Elle ne sait pas qui l'a envoyé. Mais elle répond. Pour la première fois. Ils ne savent pas que j'ai déjà survécu à tout ce qu'ils me promettent. La lettre arrive un vendredi. Papier gris, en tête officielle, 2 pages. En haut, une phrase simple, décision de placement temporaire de l'enfant Amadou Traoré dans une structure éducative. Aïssata ne lit pas tout de suite. Elle regarde l'enveloppe, puis Amadou, qui dessine sur la table du salon. Il sourit, concentré. Il ne sait rien. Elle le regarde comme si c'était la dernière fois. Puis elle lit. On parle de difficultés de structuration, de fragilité maternelle persistante, d'un contexte instable. On décide, sans procès, sans audience, de l'arracher à elle. Pas définitivement. Juste, jusqu'à nouvel ordre. Elle appelle Claire. Sa voix est droite. Pas de larmes. Elle dit, c'est fait. Il faut qu'il sache. Claire répond, tu ne seras pas seule. Le week-end, Aïssata prépare un sac. Elle met des vêtements, des livres, un cahier, une photo. Amadou lui demande, on va où, maman? Elle répond, c'est toi qui pars un moment. Juste un moment. Il ne comprend pas. Il ne dit rien. Mais le silence est plus fort qu'un cri. Le lundi matin, Aïssata ne va pas seule au tribunal. Elle est accompagnée. Pas d'avocat officiel. Mais Claire. Une autre mère du quartier. Un éducateur qui a lu son témoignage. Une étudiante en droit. Une retraitée du foyer social. Tous silencieux. Tous debout. Pas une foule. Une présence. À l'entrée, l'agent de sécurité hésite. Il demande, vous avez une convocation? Elle tend le papier. Il lit. Il la regarde. Il regarde ceux derrière. Il dit, vous êtes beaucoup. Elle répond, pas assez. Dans la salle, la juge est la même. Elle feuillette le dossier, l'air plus crispé. Elle dit, Madame Traoré, ce n'est pas un procès. C'est une mesure de protection. Aïssata répond, protéger un enfant de sa mère, c'est ça, la République? La responsable du foyer lit un rapport. Elle dit qu'Amadou semble calme, mais refermé. Qu'il parle peu, mais mange bien. Qu'il s'adapte. Aïssata serre les poings. Elle dit, il mange, mais il ne dort pas. Il obéit, mais il ne vit pas. Vous appelez ça de l'adaptation? Le juge fronce les sourcils. Il dit que ce langage est inapproprié. Claire prend la parole. Elle dit, et vos mots, eux, étaient appropriés? Quand vous avez dit que cette mère était un mauvais exemple? Le juge l'interrompt. Vous n'avez pas qualité pour intervenir. Claire répond, je suis témoin. Et témoin, c'est une qualité que vous ne donnez jamais à ces femmes. Le ton monte. Mais personne ne crie. C'est plus dangereux que ça. C'est une bataille de regard, de posture, de légitimité. Et cette fois, Aïssata n'est pas seule dans le regard. L'audience se termine. La décision est maintenue. Le placement continue. Mais la juge ajoute une phrase nouvelle, suivie renforcée du lien maternel. C'est peu. Mais c'est déjà un recul. Une peur. Une pression. À la sortie, un journaliste les attend. Il ne parle pas. Il filme. Il capte les visages. Pas les cris. Parce qu'il n'y en a pas. Le soir, Amadou appelle. Il parle lentement. Il dit, tu me manques. Elle répond, toi aussi. Il ajoute, tu vas me chercher bientôt? Elle dit, plutôt que tu crois. Elle raccroche. Elle écrit. Elle ne demande plus. Elle affirme. Il pense que me casser,
c'est me faire taire. Mais chaque pièce qu'ils enlèvent me rend plus claire, plus tranchante, plus vraie. Et ils ne savent pas que maintenant, je parle pour 10. Et que je ne suis plus seul à dire que ça suffit. Quelques jours après l'audience, une pétition apparaît en ligne. Titre simple, direct, une mère jugée pour avoir tenu debout. Le texte est court. Il raconte l'histoire sans fioriture. Il nomme les faits, pas les fantasmes. Il dit ce qu'on n'a pas osé écrire dans les rapports, qu'on ne retire pas un enfant parce que sa mère est pauvre, fatiguée, et qu'elle n'a pas le bon vocabulaire pour pleurer devant les institutions. Claire coordonne les soutiens. Elle contacte des associations, des collectifs, des professeurs, des journalistes indépendants. Elle reçoit des refus, des silences, mais aussi des réponses inattendues. Une ancienne juge dit « J'ai vu ça toute ma carrière. Mais je n'ai jamais osé le dénoncer ». Une avocate franco-marocaine écrit « C'est mon histoire. C'est celle de ma mère. Je veux m'impliquer ». En 3 jours, la pétition recueille plus de 10 000 signatures. Pas viral. Pas spectacle. Juste nécessaire. À la 5e journée, une tribune sort dans un grand journal, ce que vous appelez procédure, nous l'appelons blessure. Elle est signée par 47 juristes, éducateurs, enseignants. Le nom d'Aïssata n'y figure pas. Mais son courage est partout. La juge convoque une nouvelle audience. Exceptionnelle. Elle veut clarifier le cadre médiatique et ses effets sur le dossier. Aïssata comprend qu'on veut lui faire peur. Elle s'y rend quand même. Avec Claire. Avec 3 maires du quartier. Avec 2 avocates. Pas un spectacle. Une résistance. Dans la salle, la juge dit que la pression publique déstabilise le bon fonctionnement des décisions judiciaires. Aïssata répond, ce que vous appelez pression, c'est ce que je ressens tous les jours, seul, dans ma cuisine, quand je sais que mon fils n'est pas là parce que je suis noire, pauvre et fatiguée. La greffière arrête d'écrire un instant. La juge reste droite. Elle dit, ce tribunal ne juge pas sur la base de la couleur ou du revenu. Claire sourit discrètement. Elle murmure, non, il juge en s'assurant que personne ne puisse prouver que c'est pour ça. La salle est tendue. Personne ne crie. Mais les phrases tombent comme des pierres. À la fin, la juge ne modifie pas la décision. Mais elle invite à une accélération de la réévaluation éducative. Une petite faille. Une ouverture. À la sortie, un journaliste indépendant les attend. Il ne pose pas de questions. Il filme les pas. Il veut montrer ce que ça coûte de traverser tout ça debout. La vidéo fait le tour des réseaux. Pas pour choquer. Pour montrer. La dignité nue. Un soir, Claire reçoit un message. Anonyme. Il dit, tu crois que tu changes quoi? Ça ne sert à rien. Elle ne répond pas. Mais elle pense, si ça ne servait à rien, vous ne seriez pas en train de me menacer. Aïssata, de son côté, continue à écrire. Pas pour le monde. Pour ses enfants. Elle prépare un cahier. Elle le remplit de mots. D'espoir. De rage. De promesses. Elle l'intitule « Pour quand tu reviendras ». Un dimanche, elle reçoit une lettre manuscrite. C'est la mère d'une éducatrice du foyer. Elle écrit « Je vous ai entendu à la radio. Je ne vous connais pas. Mais je veux que vous sachiez, vous avez raison de tenir. Et vous ne tenez pas seul. » Le lundi, le téléphone sonne. Une voix douce. Une assistante du service dit « Madame Traoré, une réévaluation anticipée est acceptée. Vous serez reçue sous 10 jours. » Le ton est différent. Moins froid. Moins sûr. Aïssata raccroche. Elle regarde autour d'elle. Rien n'a changé. Mais elle, si. Il voulait que je tombe en silence. J'ai préféré marcher en criant avec les yeux. La réévaluation a lieu dans une autre salle, plus petite, mais cette fois, une chaise en plus a été ajoutée. Un observateur indépendant, membre d'un collectif juridique nommé par une ONG, est présent. Il ne parle pas. Il prend des notes. Mais il est là. Et cette seule présence suffit à changer la température dans la pièce. La juge est la même, mais son ton est moins tranchant. La travailleuse sociale est nouvelle. La précédente a demandé à ne pas poursuivre ce dossier.
Trop médiatisé, a-t-elle dit. Trop chargé émotionnellement, selon le rapport. Aïssata est assise bien droite. Pas pour paraître forte. Pour se sentir légitime. Pour la première fois, elle est venue avec une représentante associative. Pas une avocate, pas une militante. Une femme qui connaît la loi. Et la peur de perdre un enfant. On commence comme toujours, ce n'est pas un jugement. Puis vient la lecture du rapport. On évoque les visites au foyer, les propos d'Amadou, ses dessins. Il a dessiné une maison. Une grande, avec une fenêtre ouverte. Il a écrit « Je veux rentrer chez maman ». La psychologue lit cette phrase, puis ajoute « Mais il n'a pas exprimé de détresse manifeste ». La représentante associative intervient, il a 8 ans. Il ne crie pas. Il écrit. Et vous ne lisez pas. Le ton monte légèrement. La juge demande à Aïssata si elle a quelque chose à ajouter. Elle répond, ce jour-là, j'ai parlé pour qu'on ne m'interrompe pas. Et elle parle. Longtemps. Elle parle de ses horaires. De ses peurs. De ses rêves. De ses enfants. Du jour où Mamadou a été arrêté. Du jour où Amadou a demandé, est-ce que je peux rester à la maison aujourd'hui, juste parce que j'ai besoin de toi. Elle parle de la première visite des services. De la première fois qu'on l'a regardée comme une défaillance, et pas comme une personne. Elle parle sans crier. Mais chaque mot claque. Personne ne l'interrompt. L'observateur indépendant note tout. À un moment, il lève la main. Il dit « Je tiens à signaler que les propos de Madame Traoré sont cohérents, précis, sans trace de déni ni d'agressivité. Ils expriment une conscience parentale affirmée. » La juge hoche la tête. Elle dit « Nous en prenons acte. » La salle est tendue, mais différente. Il y a du poids. Du vrai. Du vécu. En sortant, la représentante dit à Aïssata, « Tu ne leur as pas demandé un droit. Tu leur as montré qu'ils n'avaient pas le droit de t'arracher ce que tu construis seul. » Claire attend dehors. Elle l'embrasse. Pas un geste de pitié. Un geste de respect. Ce soir-là, Amadou l'appelle. Il parle plus vite. Il dit qu'il a vu la vidéo. Qu'un camarade lui a dit, « Ta maman, c'est une vraie. » Il rit. Elle pleure. Il dit, « Tu crois qu'ils vont me laisser rentrer ?» Elle répond, « Je crois qu'ils n'ont plus d'excuses pour te garder. » Quelques jours plus tard, l'observateur indépendant publie une note. Il y souligne les carences du dossier initial. L'absence de preuves de maltraitance. L'évidence du lien mère-fils. Et il conclut, le placement ne semble pas motivé par des faits concrets, mais par une lecture subjective d'un profil social. C'est sec. Mais c'est explosif. Une députée relaie la note. Elle demande une commission d'enquête sur la surreprésentation des femmes racisées dans les mesures de retrait d'enfants. Le sujet devient national. Le cas devient symbole. Et Aïssata, sans jamais le chercher, devient figure. Pas héroïne. Figure. Celle qu'on cite quand on veut dire « ça existe ». Et on le savait. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on rende un enfant à sa maison. La nouvelle évaluation a lieu dans un centre neutre, en présence d'un éducateur indépendant mandaté par une association citoyenne. Une première. C'est la conséquence du bruit. Pas du scandale, mais de la lumière. Aïssata le sent. Ce n'est plus elle seule contre un mur. C'est elle, avec des témoins, face à un mur qui commence à se fissurer. Cette fois, on ne lui parle pas comme à une enfant. L'éducateur écoute. Il pose des questions humaines. Il parle à Amadou en face. Il lui demande, « Tu veux rentrer chez toi ?» L'enfant ne pleure pas. Il dit juste, « J'ai pas fini mon dessin. Ma mère le colle sur le frigo quand je fais un bon truc. » À la fin de l'entretien, l'éducateur indépendant pose son stylo. Il dit, « Je ne peux pas trancher à la place du juge. Mais ce que je vois ici, c'est un lien. Pas une faille. Une structure. Pas une chute. » Le rapport sort 3 jours plus tard. Il recommande le retour progressif de l'enfant au domicile. Un retour encadré. Mais réel. La juge ne commente pas. Elle signe. L'institution n'avoue jamais, mais elle recule. Quand Amadou rentre, il ne court pas. Il regarde, lentement.
Il reconnaît l'odeur du linge. Le bruit du riz dans la casserole. Le sourire de sa mère. Il s'assoit. Il dessine. Et il dit, « Tu peux le mettre sur le frigo ?» Aïssata le colle. Elle le regarde. Puis elle va dans la chambre. Elle prend son carnet. Elle écrit. « Je ne vous pardonne pas. Mais je vous ai dépassé. Et je vous vois maintenant. » La dernière audience est formelle. Fermeture de dossier. Rien à contester. L'enfant est revenu. Aucun préjudice reconnu. Aucun responsable nommé. La juge parle peu. Claire est là. L'éducateur aussi. Et 3 journalistes au fond, bloc-notes fermés, mais regards ouverts. La juge dit, le dossier est clos. Elle ne dit pas, pardonnez-nous. Elle ne dit rien. Elle signe. Et c'est tout. En sortant, Aïssata regarde le bâtiment. Elle ne pleure pas. Elle ne sourit pas. Elle pense juste, je n'oublierai pas que c'est ici qu'on m'a dit que j'étais un problème pour avoir aimé mes enfants. Une semaine plus tard, un courrier anonyme arrive. Une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une seule phrase écrite à la main. Vous avez perdu leur peur. C'est ça qui vous dérange. Claire retourne à son cabinet. Elle n'a plus de stage. Mais elle a trouvé sa voie. Elle veut devenir avocate. Pas pour défendre la loi. Pour défendre ceux que la loi oublie. Un article paraît dans une revue de droit, quand le droit s'applique sans justice, c'est qu'il protège autre chose que les gens. Aïssata continue sa vie. Elle travaille. Elle rit parfois. Elle écrit toujours. Elle n'a pas gagné contre le système. Mais elle a résisté. Et ça, personne ne pourra l'effacer. Cette histoire n'est pas celle d'une victoire. C'est celle d'une femme qui n'a pas baissé la tête, même quand tout le monde la pointait du doigt. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas frappé. Elle s'est tenue droite. Et ça, c'était plus dangereux que n'importe quel discours. Parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un qui a décidé de ne plus avoir honte. Si toi aussi tu penses que ces histoires doivent être racontées, abonne-toi à la chaîne et regarde les autres vidéos. Parce que tant qu'on les écoute, personne ne pourra les enterrer.